Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour ce nouveau chapitre consacré aux réductions de matrices, diagonalisation, trigonalisation. E est un K-espace vectoriel, on verra rapidement qu'il sera de dimension finie, F un endomorphisme de E, et on dit que X est un vecteur propre de l'endomorphisme F si X est non nul, et si f de X est collinéaire à X, ce qui veut dire, compte tenu que X est non nul, que f de X est égal à lambda X, lambda étant un scalaire. Lambda est évidemment unique, parce que si on avait f de X égale alpha X aussi, on aurait lambda X égale alpha X, et comme X est différent de 0, lambda égale alpha. Donc c'est une valeur propre de f associée au vecteur propre X. Donc quel que soit un scalaire non nul petit a, eh bien ax est un vecteur propre, hein, et lambda est encore la valeur propre associée à ce vecteur ax, car f de ax égale af de x, ça c'est la linéarité de f. F de x, je peux le remplacer par lambda x, puisque x est un vecteur propre de valeur propre lambda, donc ça fait a lambda x, que je peux écrire lambda ax, et donc je vois que ax est non nul, et que f de ax est égal à lambda x, donc ça veut bien dire qu'il a une valeur propre, le vecteur ax est un vecteur propre de valeur propre associée lambda. Si je note dx, la droite engendrée par le vecteur non nul x, alors f de dx est inclus dans dx, car si y appartient à dx, y est égal à ax, donc c'est la même démonstration, et donc j'ai f de y qui est égal à f de ax, c'est-à-dire af de x, donc a lambda x, donc ça appartient à dx. Et si lambda est différent de 0, alors j'ai l'autre inclusion, j'ai f de dx j'ai dx qui est inclus dans f de dx, donc f de dx qui sera égal à dx. En effet, si je prends y appartenant à dx, y est un alpha x que je peux écrire alpha sur lambda, lambda x, puisque lambda est différent de 0, mais lambda x est égal à f de x, donc ça fait f de alpha sur lambda x, et donc ça appartient bien à f de dx, puisque alpha sur lambda x appartient à dx. Donc double inclusion et donc égalité. On appelle valeur propre lambda de f tout scalaire lambda appartenant à k, il peut être nul, tel qu'il existe un vecteur x non nul, lui il ne peut pas être nul, tel que f de x est égal à lambda x. Et on dira que x est un vecteur propre associé à lambda. Alors évidemment, on vient de le voir avant, si x est un vecteur propre associé à lambda, n'importe quel ax du moment que a est différent de 0 est aussi un vecteur propre associé à lambda. Donc là, il n'y a pas unicité. Il y a unicité du lambda par rapport au vecteur, mais pas unicité du vecteur. Tout vecteur non nul, alpha x, alpha différent de 0, est un vecteur propre associé à lambda. Je n'étais pas obligé d'expliquer, mais c'est évident, on l'a déjà fait. F de alpha x égale alpha, f de x égale alpha lambda x égale lambda alpha x. On appelle sous-espace propre E lambda associé à l'endomorphisme petit f, l'ensemble des x appartenant à E, là, ils ont le droit d'être nuls, tel que f de x est égal à lambda x. Autrement dit, ça équivaut à dire que f de moins lambda identité en x est égal à 0, autrement dit que x appartient à ker de f moins lambda identité. Autrement dit, E lambda, c'est ker de ça. D'accord? Donc c'est un sous-espace vectoriel de E, hein, puisque c'est le noyau d'un endomorphisme. Il est stable par f parce que si... Donc stable, ça veut dire que f de E lambda est inclus dans E lambda. En effet, si je prends x appartenant à E lambda, f de x est égal à lambda x, et comme x appartient à E lambda, et que E lambda est un sous-espace vectoriel, ben lambda x aussi appartient, et donc voilà, f de x appartient à E lambda, et donc j'ai bien la stabilité. La restriction de f à E lambda, c'est le motécie de rapport lambda, ben, c'est donné par cette égalité, bien sûr. En dimension finie, E est donc de dimension finie. Lambda, un scalaire, donc c'est une valeur propre de f si et seulement si noyau de f moins lambda identité est différent de 0, ce qui équivaut à dire que le déterminant de f moins lambda identité est égal à 0. En effet, dire que, que lambda est une valeur propre, ça signifie qu'il existe x différent de 0 appartenant à ce noyau. Donc que le noyau est différent de 0. C'est exactement équivalent, ça. D'accord ? Mais en étant, donc, et ça veut dire quoi? Quand le noyau, dire que le noyau est différent de 0, ça veut exactement dire que f moins lambda identité n'est pas injectif, hein, il n'est pas un automorphisme, hein,
et donc que son déterminant est égal à 0. Donc si M est la matrice de f dans une base B de E, alors lambda est une valeur propre de f, ça équivaut à dire que ça équivaut à dire la matrice associée à f moins lambda identité, c'est M moins lambda IN, donc ça équivaut à dire que déterminant de M moins lambda IN est égal à 0. D'où la définition suivante, si M est une matrice d'ordre n, le polynôme P de x est égal à déterminant de M moins x identité, je remplace le lambda par x, j'aurais pu laisser lambda ici, est un polynôme de degré n qui s'appelle polynôme caractéristique de la matrice M. Alors pourquoi est-il de degré m? Eh bien parce que P de x est égal à ça, d'accord? Alors là, pour m, le terme générique de m c'est AIJ, d'accord? Et pour IN, c'est delta IJ. Donc ça me fait A sigma J moins X fois delta sigma J. D'accord? Bon, alors ça, on a un produit de n termes là-dedans. Si ce truc-là est nul, ce qui est souvent le cas, hein, parce que dès que sigma J est différent de J, ça vaut 0. Donc fois X, ça vaut 0. D'accord? Et du coup, ça veut dire que c'est un crochet, un facteur où il n'y a pas d'X. D'accord? Il y a n facteurs. Donc ça veut dire que là, ça ne ferait pas du degré n, ça serait inférieur à n. Si on veut que ça soit égal, que ça soit de degré n, il faut prendre sigma. Il faut que dans ce produit, il faut que tous les sigma j fassent j. Pour que ça fasse 1. Et donc il faut que sigma soit égal à l'identité. Donc ça n'arrive qu'une fois dans la somme. Hein, c'est quand sigma est égal à l'identité. Et à ce moment-là, le terme de degré principal, ça va être quoi? Bien, ça va être moins, là, dans les parenthèses, il va y avoir un nombre moins x, d'accord, dans chaque parenthèse. Donc quand on les multiplie, le terme principal, ça va être moins x à la puissance n. Voilà le terme de plus haut degré. Quant au terme constant, celui de degré 0, il va être obtenu comment? C'est un polynôme, donc il faut prendre x égale 0. Si je remplace x égale 0 ici, j'obtiens exactement le déterminant de la matrice M. Donc son terme constant, c'est déterminant de M obtenu pour x égale 0. Remarque que si E est un espace vectoriel de dimension finie n, F un endomorphisme de E et M1 et M2 les matrices de F suivant deux bases B1, B2 de E, alors les polynômes caractéristiques des matrices M1 et M2 sont identiques. En effet, le déterminant de M1 moins XIN, ça va être le déterminant de l'endomorphisme associé qui est F moins X identité de E. Et donc, il va être égal, donc déterminant suivant B1. Mais ce déterminant d'un endomorphisme ne dépend pas de la base, qui est égal à celui suivant B2, et donc il est égal à ça. Donc j'ai bien effectivement les déterminants de M1 moins XIN qui est égal à M2, déterminant de M2 moins XIN. Donc les polynômes caractéristiques ne dépendent pas de la base choisie. C'est pas étonnant parce que le déterminant ne dépend pas de la base choisie, le déterminant d'un endomorphisme. D'accord? Si on prend un endomorphisme F qui a comme matrice A dans une base, B dans une autre, de toute façon, déterminant ce qu'on appelle déterminant de F, c'est le déterminant de A, c'est le déterminant de B. Voilà. Et je ferai une remarque supplémentaire, si j'appelle M la matrice associée à F, là, le déterminant va être de quelle forme? Si cette matrice a comme termes généraux AIJ, quand j'écris matrice moins X identité, il faut bien voir que le X identité, c'est une matrice diagonale, avec des X sur la diagonale. Donc je vais obtenir une matrice comme ça, avec des AII moins X, et partout ailleurs des AIJ. Déterminant de f moins x identité, donc qui ne dépend pas de la matrice, c'est appelé le polynôme caractéristique de f, et donc de degré n, de terme de plus haut degré moins 1 puissance n xn, et de terme constant, on a dit, le déterminant de f. Ça, c'est parce que ça a été démontré avant. Ça correspond à ce qu'on retrouve avec sa matrice. On appelle spectre de f l'ensemble des valeurs propres de f. Il peut être vide. Si A est de dimension finie n supérieure ou égale à 1, le spectre est l'ensemble des racines de son polynôme caractéristique à f. Ça c'est évident, vu la définition, vu le polynôme caractéristique.
puisqu'on a vu que lambda est une valeur propre de f si et seulement si c'est une racine du polynôme caractéristique. Et donc le cardinal est donc compris entre 0 et puis n, puisque c'est un polynôme de degré au plus n, donc on a forcément ça. Si lambda est une valeur propre de f et k son ordre de multiplicité dans son polynôme caractéristique p de x égale déterminant de f moins x identité, eh bien on dit que lambda est une valeur propre d'ordre k, donc cet ordre qui est entre 1 et n. Alors, la dimension de E lambda, alors E lambda c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda. Eh bien sa dimension est entre 1 et k. C'est-à-dire entre 1 et l'ordre de lambda dans le polynôme caractéristique. Démonstration, donc lambda est une valeur propre, ker de f moins lambda identité est différente de 0, donc de dimension p supérieure ou égale à 1. Donc on prend une base U1 jusqu'à UP de E lambda, je l'appelle B1. Si P est égal à N, si P est égal à N, ça veut dire que c'est une base de E. Et comme les UK sont dans ker de f moins lambda identité, on va avoir f de UK est égal à lambda UK, quel que soit k entre 1 et n. Donc si je prends la matrice de f relativement à cette base, ça va être une matrice diagonale avec des lambda. Donc ça veut dire que f est égal à lambda identité. Donc f moins x identité, ça va être lambda moins x identité. Et donc sa matrice, le polynôme caractéristique, ça va être déterminant de lambda moins x identité. Donc ça fait une matrice diagonale avec lambda moins x partout sur la diagonale. Donc ça fait lambda moins x puissance n, et lambda est d'ordre n. Alors d'ordre n, mais n c'est aussi p, donc ça fait k égale p égale n. Donc ça rentre bien dans le résultat ici. Sinon, j'ai p qui est entre 1 et n moins 1. Donc je complète la base B1 pour avoir une base B, des UI qui vont cette fois-ci de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire je rajoute UP plus 1, etc. jusqu'à UN, pour avoir une base de E. Et je regarde la matrice de F relativement à cette base. Donc il y a les UK qui vont avoir comme image lambda UK, ça va me faire ça. Lambda IP, avec que des zéros en dessous. Puis là je complète, il y a deux matrices. Une matrice à P' n-p colonne, là une matrice carrée d'ordre n-p, et puis là le 0 c'est un 0 à n-p ligne et p colonne. Alors maintenant je regarde f déterminant de m moins x in, déterminant de f moins x moins x identité de e. Ça fait ça. C'est-à-dire là je vais enlever du xip, ça fait lambda moins xip. Il ne change pas parce que là j'enlève moins xip, c'est-à-dire j'enlève des lambdas sur la diagonale. Là la diagonale elle ne touche pas la matrice A. Par contre elle touche la matrice carré B. Ça va me faire b moins x in moins p. Elle ne touche pas la matrice 0. Et quand je calcule le déterminant de ça, c'est une matrice bloc, ça fait déterminant de ça fois déterminant de ça. D'accord? Mais le déterminant de lambda ip moins xip, c'est comme ce qu'on a vu ici, c'est le déterminant de lambda moins x ip. Donc ça fait lambda moins x à la puissance p. Déterminant de ça. D'accord? Eh bien là, je vois quoi? Je vois déjà que lambda est au moins d'ordre p. Donc je vois que p est inférieur ou égal à l'ordre de multiplicité de k de lambda dans ce polynôme. Donc j'ai bien p inférieur ou égal à k, c'est-à-dire j'ai bien p inférieur ou égal à k, et donc le résultat est démontré. Propriété. Soit E un K espace vectoriel, F un endomorphisme de E, lambda I des valeurs propres de F, 2 à 2 distinctes. On atteigne K, le noyau de F moins lambda K identité, autrement dit le sous-espace propre associé à la valeur lambda K. Alors Fp, la somme des sous-espaces N1, N2 jusqu'à Np, est une somme directe. Autrement dit, F est égal à la somme directe de 1 à P des Nk. Si quel que soit K, xk est un vecteur propre associé à lambda K, alors la famille des vecteurs xk est libre. Démonstration par récurrence sur P, supérieur ou égal à 1. Si P est égal à 1, il n'y a rien à dire puisqu'on a un seul sous-espace. Maintenant, si P égale 2, pour démontrer que c'est une somme directe, il suffit de prendre un vecteur x1
de N1 et x2 de N2 et de supposer x1 plus x2 est égal à 0. Alors je prends l'image, donc ça me fait f de x1 lambda x1 plus f de x2 lambda x2 égale f de 0, 0. D'accord? Et donc par soustraction avec ça, j'obtiens facilement que, en remplaçant x2 par moins x1, c'est pareil, j'obtiens facilement que lambda 1 moins lambda 2 x1 est égal à 0, et donc x1 est égal à 0 puisque lambda 1 est différent de lambda 2. D'accord? Donc, comme x1 est égal à 0 et que x1 plus x2 est égal à 0, x2 est égal à 0. Supposons que la propriété soit vraie à l'ordre P et considérons cette somme nulle dans laquelle chacun des xk appartient à nk. Alors on prend l'image, donc on a la somme des f de xk, autrement dit la somme des lambda k xk qui est égale à 0, et on extrait le dernier qui est lambda p plus 1 xp plus 1, mais xp plus 1 je le remplace par moins la somme des autres. Et donc là j'obtiens une relation uniquement avec les xk allant de 1 à p. Donc j'obtiens lambda k moins lambda p plus 1, somme des lambda k moins lambda p plus 1, xk est égal à 0. Et ça c'est un vecteur qui appartient à ek, à nk, ce que j'ai appelé nk. Et donc comme j'ai supposé que la propriété était vraie à l'ordre P, d'accord, ça veut dire que ce vecteur est nul. Voilà. Il est nul, quel que soit k allant de 1 à P. Et donc, comme les lambda k sont différents de lambda P plus 1, eh bien, xk est égal à 0, quel que soit k allant de 1 à P. Et comme on a cette somme qui est nulle, xp plus 1 aussi est égal à 0. Donc, le résultat est vrai à l'ordre P plus 1. Donc, par le théorème de récurrence, il est toujours vrai. On démontre maintenant la deuxième partie. Si on suppose somme de 1 à P des AK, XK, donc une combinaison linéaire nulle égale à 0. Hein. Donc ça c'est ce que j'ai appelé NK. Eh bien je peux dire que chacun des AK, XK est égal à 0 puisque j'ai démontré que FP est une somme directe. D'accord? Et comme les XK sont des vecteurs propres, donc ils sont non nuls, c'est-à-dire que chaque AK est égal à 0. Donc la famille est libre. Donc la propriété est démontrée. Remarque, si E est un espace vectoriel de dimension finie n, on a forcément P inférieur ou égal à n, parce que la dimension de f de P, bon, c'est la somme des dimensions des nk, et chaque nk a une dimension supérieure ou égale à 1, puisque c'est un sous-espace propre, donc il n'est pas réduit à 0. Donc la dimension de fp est supérieure ou égale à p, comme elle est inférieure ou égale à n, ça fait p est inférieur ou égal à n. Donc on retrouve un résultat qu'on avait déjà vu, à savoir qu'il y a au plus n valeurs propres. Définition, soit M est une matrice d'ordre n, on dit qu'elle est diagonalisable, respectivement trigonalisable. S'il existe une matrice, alors parfois on dit triangularisable, s'il existe une matrice diagonale D, respectivement une triangulaire supérieure, hein, ici on parle toujours de triangulaire supérieure, semblable à M. Il n'y a pas unicité de la matrice D, et donc pas non plus de la matrice T. Alors, un contre-exemple, c'est de prendre cette matrice diagonale, donc qui est semblable à elle-même, hein, donc qui est diagonalisable, puisqu'elle est diagonale, avec A différent de B, et puis prendre la matrice P, qui inverse les deux vecteurs de la base canonique, si on veut aller par là, 0, 1, 1, 0. Et donc on va voir que ça va inverser A et B. P-1 est égal à P, c'est facile à vérifier. Et si je prends la matrice B, 0, 0, A, donc j'ai inversé A et B, elle est égale à P-1 dP. D'accord? Donc j'ai bien D qui est équivalent à D, comme toute matrice, hein, et D qui est visiblement équivalente à ça. D'accord? Et donc, je viens de démontrer qu'il n'y a pas unicité de cette fameuse matrice D. Alors, par contre, nous verrons dans la suite du cours qu'à défaut d'avoir unicité des matrices, on a unicité de la diagonale à l'ordre près des éléments. D'accord? À l'ordre près des éléments. Remarque, si A et B sont deux matrices d'ordre n et qu'elles sont semblables, en notation A équivalent à B, et semblable, ça veut dire que A est égal à P-1 VP,
alors elles ont le même polynôme caractéristique. Démonstration. Alors on a déjà étudié les matrices semblables, et A et B sont donc la matrice du même endomorphisme, mais dans deux bases différentes de K puissance n. Donc le polynôme caractéristique de A, qui est égal au polynôme caractéristique de F, et le polynôme caractéristique de B est aussi égal au polynôme caractéristique de F. Donc il y a égalité des deux polynômes caractéristiques de A et de B. Si A, une matrice d'ordre n, est semblable à une matrice diagonale D, ou à une matrice triangulaire T, de diagonale principale alpha 1 jusqu'à alpha n, alors le polynôme caractéristique de A est égal au produit des alpha i moins x, et les alpha i sont exactement les valeurs propres de A. Alors, en effet, le polynôme caractéristique de A, puisqu'elle est semblable, ils ont le même polynôme caractéristique. Donc, le polynôme caractéristique de A est égal à celui de D, ou celui de T, et D moins xin est évidemment diagonal, T moins xin est évidemment triangulaire, et donc le déterminant de D moins xin, c'est aussi le déterminant de T moins xin, je préfère diviser les cas en deux, il va être produit de 1 à n des alpha i moins x, puisque vous avez une matrice diagonale supérieure sur lesquelles, quand vous faites t moins xin ou d moins xin sur la diagonale, vous allez avoir lambda 1 moins x, ensuite lambda 2 moins x, etc. Et le déterminant va être le produit des éléments de la diagonale, parce que elle est des éléments de la diagonale, puisqu'elle est diagonale ou triangulaire supérieure. Donc on obtient exactement ça comme déterminant. Et donc ça veut bien dire que les alpha i sont les valeurs propres de A, puisqu'on sait que les valeurs propres de A, c'est exactement les racines du polynôme caractéristique. Dans le cas où A est semblable à D, les alpha i prennent les valeurs distinctes, lambda 1 jusqu'à lambda p, p évidemment inférieur ou égal à n, chacune apparaissant nk fois, et donc somme de 1 à p des nk est égale à n. Pour chaque k inférieur ou égal à p, il y a exactement un nk vecteur ei, vérifiant f de ei est égal à lambda k ei. Alors f, c'est l'endomorphisme de matrice A dans une base canonique de k puissance n. D'accord? Donc f de ei égale lambda k ei. Ces nk vecteurs ei forment évidemment une partie libre, puisque ei est une base canonique de n. Oui, les ei, c'est la base canonique de donc là, ei. Voilà. Donc, ils forment une partie libre et, de nk, et donc ça veut dire que la dimension de nk est supérieure ou égale à petit nk. Mais la somme des nk, on le sait, la somme des sous-espaces propres est directe. Elle est directe, donc de dimension supérieure ou égale à la somme des nk qui va être égale à n. D'accord? Et donc, si on veut qu'elle soit exacte, et donc elle doit être exactement de la dimension n, puisque n c'est la dimension de l'espace. Ce qui veut dire que chaque nk est de dimension exactement égale à petit nk. D'accord? Et donc, ça veut dire que bk est une base de nk. Alors, dans cette base de nk, f c'est quoi? C'est une homothétie de rapport lambda k. D'accord? Et quand on va prendre la base réunion des vk, qui va donc être une base de E, puisqu'on a affaire à une somme directe, eh bien la matrice de f dans cette base va être quoi? Va être une matrice diagonale formée de diagonales, en fait de blocs de diagonales. Le bloc lambda 1, in1, lambda 2, in2, etc. etc. Puisque chaque lambda 1 apparaît n1 fois, lambda 2 n2 fois, et lambda p np fois. D'accord? Et donc, A, la matrice de f c'est ça, et donc A est semblable à D'. Voilà. Propriété suivante, si A, matrice d'ordre n, admet P valeurs propres distinctes, lambda 1 jusqu'à lambda P, comme ici, et que somme des dimensions des NK, alors les NK c'est toujours les sous-espaces propres, NK c'est le sous-espace propre associé à lambda K, d'accord? Alors,
la somme, alors on sait que c'est une somme directe, hein, de toute façon la somme des nk, elle est égale exactement à k puissance n, et la matrice va être semblable à celle-là. D'accord? Démonstration, bah, c'est toujours pareil, c'est la même qu'avant. Hein. On prend une base bk de nk, hein, et comme la somme directe des nk est égale à k puissance n, eh bien, la réunion de ces bases bk, c'est une base de k puissance n, et dans cette base, évidemment, c'est la même raison qu'ici, on a ça comme matrice, hein, puisque dans chaque nk, dans chaque sous-espace nk, f est l'homothétie de rapport lambda k. Ben, un cas particulier, c'est quand chaque nk est dimension 1, donc si A appartenant à Mn de k, donc une matrice d'endroit n, a exactement n valeurs propres distinctes. D'accord? Donc lambda 1 jusqu'à lambda n. Hein, on est d'accord qu'elles sont distinctes de Z2. Alors, A est équivalent à lambda 1 à la matrice diagonale formée des lambda i sur la diagonale principale. Bon, bah, c'est immédiat, hein, c'est juste la déclinaison de cette propriété-là avec nk qui est de dimension 1. Hein, d'accord? Donc chaque ker de f moins lambda k identité est dimension 1 et on a exactement ça. Polynôme d'endomorphisme. Si P est un polynôme somme des AKXK de K de X et F un endomorphisme de E, où E est un K espace vectoriel, alors on a P de F la somme des AKF puissance K. D'accord? Alors je rappelle que F puissance K, c'est défini par récurrence par F puissance 0 égale identité de E, F puissance 1 égale F, et donc F n plus 1, la puissance n plus 1 est égale à Fn rond F, et on montre que c'est égal à F rond Fn. Alors, cette définition prouve, puisque c'est de la composition d'endomorphisme, que F puissance K est un endomorphisme. Donc ici, P de F est un endomorphisme. Si P et Q sont deux polynômes, et si F est un endomorphisme, alors PQ en F est égal à P de F rond Q de F est égal à Q de F rond P de F. Démonstration, on prend donc un polynôme P égale somme des AKXK, Q égale somme des BKXK, et on forme PQ qui est le produit des deux, donc somme de I égale 0 à P des AI, somme de J égale 0 à Q des BJ x puissance I plus J. Et on prend PQ de F, donc en remplaçant X par F. Et donc ça va faire F à la puissance I plus J, on va dire que c'est FI rond FJ, parce que ça se démontre aussi. Hein. Ça c'est un chapitre que j'ai déjà traité, hein, les puissances. Et pas que pour les endomorphismes, c'est vrai pour des tas d'autres choses. Donc PQ de F en X, je prends un vecteur X de E, est égal à somme des AI, somme des BJ, puisque ça c'est FI de F de J de X. D'accord? Quand je prends un X. Voilà. Mais je peux écrire que c'est, puisque FI est linéaire, eh bien c'est somme des AI, FI de la somme des BJ. D'accord? J allant de 0 à Q. Voilà. Et donc ça c'est la linéarité de F puissance I. Voilà. Donc j'obtiens quoi? Ben, j'obtiens ça c'est P de F, et ça c'est Q de F en X. Donc j'obtiens P de F en Q de F en X. Q de F en X c'est un vecteur de E. Donc ça fait bien P de F rond Q de F en X, par définition de la composition. Et ça c'est vrai quel que soit X appartenant à E. Donc PQ de F est égal à P de F rond Q de F. D'accord? Bon, mais PQ est égal à QF, hein, le produit des polynômes est commutatif, et QF et Q est égal à QP, pardon,
Et QP en F est égal à Q de F rond P de F. Donc j'obtiens un résultat, c'est-à-dire que j'obtiens bien que P fois Q en F est égal à P de F rond Q de F égale Q de F rond P de F. Si E est de dimension finie n et si F est un endomorphisme, alors on peut trouver un polynôme P non nul tel que P de F est égal à 0. Démonstration. Eh bien, F de E, on sait qu'il est de dimension n au carré. On considère les n2 plus 1 endomorphismes FK. Alors, donc pour K allant de 0 à n2, si on veut en avoir n2 plus 1. Donc, ils vont former un système lié de F de E. Et donc, il existe des scalaires lambda i, y compris entre 0 et n2, non tous nuls, tels que somme des lambda k fk est égale à 0. Donc, P, si je pose P égale somme des lambda k xk, ça c'est un polynôme. Il est non nul puisque les lambda k ne sont pas tous nuls. Donc c'est un polynôme de k de x non nul. Et évidemment, cette égalité prouve que P de f est égal à 0. Donc, le résultat a été démontré. Enfin, si f et g sont deux endomorphismes, et que f rond g est égal à g rond f, ce qui n'est pas automatique, hein, alors le noyau de f et l'image de f sont stables par g. Démonstration, si je prends x appartenant à quart de f, au noyau de f de x est égal à 0, donc g de f de x est égal à g de 0 est égal à 0, puisque g est linéaire. Et ça nous fait g rond f de x égale 0. Mais g rond f égale f rond g. Donc ça fait f rond g, donc f de g de x est égal à 0. Et ça prouve quoi? Ça prouve que g de x appartient à KRF. Donc si x appartient à KRF, g de x appartient à KRF. Ça veut exactement dire que KRF est stable par g. Si y appartient à l'image de f, alors il existe x appartenant à e tel que y égale f de x. Et donc, g de y est égal à g rond f, à g de f de x, c'est-à-dire g rond f de x. Donc f rond g de x. Donc f de g de x, de g de y, pardon. Non, de f de g de x. Voilà. Donc j'obtiens que g de y, finalement, c'est un f de quelque chose. Donc g de y, ça veut dire que g de y appartient à image de f. On implique que g de y appartient à image de f. Et donc, donc ça c'est vrai, quel que soit y appartenant à image de f. Quel que soit y appartenant à image de f, g de y appartient à image de f. Donc ça veut dire là aussi que l'image de f est stable. Soit P1, P2 jusqu'à Pk, k supérieur ou égal à 2, des polynômes 2 à 2 premiers entre eux. Et P leur produit. F, un endomorphisme de E. On note grand N, le noyau de P de F. Et pour chaque I entre 1 et K, NI, le noyau de PI de F. Alors, N est la somme directe des NI. Alors, conséquence, évidemment, si P de F est égal à 0, E sera la somme directe des NI. En effet, si P de F est égal à 0, le noyau de P de F, ça va être tout E. Et donc, E va être égal à la somme directe des NI. Donc, démonstration par récurrence sur K. Bon, ça n'a d'intérêt, je l'ai dit, que pour K supérieur ou égal à 2. Donc, on commence à 2. Donc, si K égale 2, j'ai P égale P1 fois P2 et P1 et P2 premiers entre eux. Donc, montrons d'abord que N1 est inclus dans N. Donc, soit X appartenant à N1, ça veut dire que P1 de F en X est égal à 0. Et donc, P2 de F de P1 de F de X, ben c'est P2 de F de 0, ça fait 0 parce que c'est un endomorphisme. Donc, ça veut dire que P2 de F rond P1 de F en X égale 0, et ça, c'est P2 fois P1 en F en X. Donc, ça veut dire que P de F en X est égal à 0. Et donc, X appartient à quart de P de F, c'est-à-dire à N. Donc, si X appartient à N1, il appartient à N.
donc N1 est inclus dans N. De même, N2 est inclus dans N, donc N1 plus N2 est inclus dans N. Donc maintenant, on va montrer que c'est égal à N. Donc P1 et P2 sont premiers entre eux, donc d'après le théorème de Bézout, il existe des polynômes UV tels que UP1 plus VP2 est égal à 1. Et si je prends P1 de U, P1U plus P2V en F, ben ça va être égal au polynôme 1 en F, et ça c'est l'identité. Et donc, oui, parce que le 1 c'est une constante, hein, c'est pas X. Si c'était X ici, ça ferait F, c'est pas X. Donc ça fait l'identité. Et donc ça implique que P1 de F, rond U de F en X, plus P2 de F, rond V de F en X est égal à X. Ça, je l'appelle X1, ce vecteur, et celui-là, X2. D'accord? C'est vrai, quel que soit X appartenant à F. Si je fais P2 de F de X1, ça fait P2 de F de P1 de F de U de F de X. Donc ça fait ça. Donc ça se multiplie, évidemment. Ça fait P2 fois P1 fois U en F en X. Donc je peux faire passer le U en tête. Donc ça fait U fois P2 fois P1. U fois P1 P2, c'est pareil. Donc ça fait U de F rond P1 P2 de F en X. Et ça, c'est P de F. D'accord? Donc ça fait U de F rond P de F en X. Si je prends X, et ça c'est vrai quel que soit X appartenant à E. Maintenant, si je prends X appartenant à N, P de F en X, il va faire 0. D'accord? Et donc, je vais avoir P2 de F en X1 qui sera nul. Donc, X1 qui... P2 de F en X1 qui sera nul. Et donc, X1 qui appartient à N2. D'accord? Donc, de même, si X appartient à N, ben, X2 appartiendra à N1. Donc, j'aurai N... Je viens de démontrer que si X appartient à N, alors X il est égal à X1 plus X2, n'oublions pas. D'accord? X1 appartient à N2, X2 appartient à N1, donc le X va appartenir à N1 plus N2, quel que soit X appartenant à N. Donc j'ai l'inclusion. Et comme j'avais l'autre inclusion, j'ai N égale N1 plus N2. Soit maintenant X appartenant à l'intersection N1 plus N2 et N2. Donc on va reprendre cette égalité, qui était vraie quel que soit X appartenant à N. Donc, mais là, X il appartient à N1 et N2. X1 c'était P1, c'était ça. D'accord? Donc c'est P1U de F en X. Donc c'est U de F rond P1 de F en X. Mais ça, P1 de F en X, ça fait 0 parce que X appartient à N1. Donc ça fait U de F en 0, donc ça fera 0. Donc ça veut dire que X1 est égal à 0. De même, X2 est égal à 0. Donc X qui est égal à X1 plus X2 va être égal à 0. Et donc N1 inter N2 sera égal à 0. D'accord? Et comme on avait déjà N est égal à N1 plus N2, que les deux sous-espaces ont une intersection nulle, eh bien c'est bien une somme directe, N égale N1, somme directe N2. Supposons que le résultat soit vrai à l'ordre K. Donc, et considérons ce polynôme, donc produit des polynômes PJ, 2 à 2 premiers entre eux, jusqu'à K plus 1. Donc, si je prends le polynôme Q ici, comme chacun des PI, comme PK plus 1 est premier avec chacun des PJ qui sont ici, il va être premier avec le produit. D'accord? Donc on a ça. Et donc j'applique ce que j'ai trouvé pour les deux pour le cas K égale 2. Hein, et je vais dire que ker de Q de F, somme directe que ker de P de F, hein, P de F c'est le produit Q fois PK plus 1, ben, ker de P de F va être égal à la somme directe de ker de Q de F et ker de PK plus 1 de F. Voilà. Alors ça c'est N. D'accord? Mais j'applique l'hypothèse de récurrence au Q de F, qui est le produit de K polynômes premiers entre eux. Et j'obtiens que ker de Q de F est égal à la somme directe de 1 à K des kers de PI de F, c'est-à-dire la somme directe des NI.
J'ai donc n qui est somme directe de, et ça je remplace ça par ça, et nk plus 1. Ça c'est nk plus 1. Et ça je viens de dire que c'était ça. Et donc ça fait bien la somme directe de 1 à k plus 1 des ni. Donc la propriété est vraie à l'ordre k plus 1. Donc d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie, et le résultat est démontré. Conséquence, on retrouve le résultat déjà démontré. Si lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda p sont des valeurs propres d'un endomorphisme f de 2 à 2 différentes, et si on note nj le sous-espace propre associé à lambda j, c'est-à-dire ker de f moins lambda j identité, alors la somme n1 plus n2 jusqu'à np est directe, et si E est de dimension finie n, on en déduit que P est inférieur ou égal à n, c'est-à-dire qu'il y a au plus n valeurs propres. Démonstration considère les PJ égale x moins lambda j. Comme les lambda j sont 2 à 2 différents, les PJ sont premiers entre eux, et donc la somme ker de PJ de f est directe. Et PJ de f c'est f moins lambda j identité, donc ker PJ de f c'est nj, et donc la somme des nj est directe. Évidemment, si dimension de E est égale à n, chaque ni est de dimension finie, hein, et la somme de 1 à p, la somme directe de 1 à p des ni est de dimension d supérieure ou égale à p, puisque à chaque fois elle est supérieure ou égale à 1, vu que les ni sont des sous-espaces propres, donc ils sont de dimension supérieure ou égale à 1. Donc d est supérieur ou égal à p, mais évidemment inférieur ou égal à n, de p est inférieur ou égal à n. Théorème, si E est de dimension finie, n, et f un endomorphisme de E, f est diagonale, lisable, si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé, c'est-à-dire qu'il a n racines, on peut l'écrire comme produit de n facteurs, et chaque sous-espace propre ni est de dimension égale à l'ordre de lambda i dans PC de f. D'accord. Alors ni c'est ker de f moins lambda i, identité. Démonstration, donc je suppose qu'elle est diagonalisable, donc sa matrice est celle-là dans une base B de E, et donc son polynôme caractéristique, on a déjà démontré, c'est pi des ak-x, il est donc scindé. Alors on peut ordonner B pour avoir, on l'a déjà fait, une matrice diagonale qui est comme ça, en mettant d'abord les lambda 1, les lambda 2, etc. Donc les lambda 1, ils vont apparaître alpha 1 fois, les lambda 2, alpha 2 fois, etc. Chaque alpha lambda i va apparaître alpha i fois. Et donc le polynôme caractéristique est égal à ça. Et la somme de 1 à p des alpha i est égale à n. Alors la dimension de ni est supérieure ou égale à alpha i. Pourquoi? Parce que là, on a alpha i vecteurs de cette base qui vont vérifier f de u est égal à lambda iu. Donc on a au moins une dimension alpha i pour chaque ni. D'accord? Et donc, mais on sait que dimension de ni est inférieure ou égale à alpha i, ça on l'a déjà démontré. Donc c'est égal, quel que soit i. Réciproque, si PC de f, le polynôme caractéristique est scindé, il va être de cette forme. Bon, ben là, la somme des ni est directe. On sait que la somme des ni est directe, parce que ça a été démontré. Donc sa dimension, c'est somme des alpha i, parce qu'on sait que là on a supposé que chaque ni est de dimension l'ordre de lambda i, c'est-à-dire alpha i, et donc de dimension somme des alpha i, mais somme des alpha i ça fait n. Donc on a une somme des ni qui est directe et de dimension somme de alpha i égale n, ça veut dire que la somme des ni va être égale à E. D'accord? Puisque sa dimension est égale à n. Donc, E est somme directe des ni. Alors à ce moment-là, on prend une base BI de chaque ni. Et puis, relativement à cette base, oui, alors on va prendre B l'union des BI. Et donc ça va être une base de E, puisqu'on a ça. Et dans cette base, évidemment, pour BI, on a une homothétie de rapport lambda i. Alors pour B1, dans B1, on a une homothétie de rapport lambda 1, puis dans B2 de rapport lambda 2, etc. Et donc, et ça, on l'a aussi déjà fait avec une matrice.
eh bien on a donc une matrice comme ça qui est diagonale. Voilà, donc diagonalisable et la propriété est démontrée. Conséquence, si E est dimension n, ben une autre façon de dire ça, c'est de dire que F est diagonale. Si est diagonalisable, si et seulement si PC de F est scindé et E, hein, et puis là c'était et chaque sous-espace propre est de dimension l'ordre de lambda i, ben comme on sait que la somme des NI est une somme directe, ça revient exactement à dire que E est somme directe de ces sous-espaces propres. Tout d'abord, un petit complément de définition. En dimension finie, quand on a un endomorphisme, on dit qu'il est diagonalisable, respectivement trigonalisable, s'il existe une base de E dans laquelle F a une matrice diagonale, respectivement triangulaire. On avait déjà donné cette définition pour les matrices en disant que une matrice était diagonalisable, respectivement trigonalisable, si et seulement si elle était semblable à une matrice diagonale, respectivement triangulaire. Donc c'est exactement la même définition, mais vue du point de vue des endomorphismes. Un théorème très important, si A est une matrice d'ordre n, eh bien elle est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé, c'est-à-dire admet n racines, parce que le polynôme caractéristique il est de degré n quand on est en dimension n. Donc dans un sens c'est évident, puisque si elle est trigonalisable, elle est semblable à une matrice triangulaire TIJ, triangulaire supérieure, et quand on prend le polynôme caractéristique, donc c'est le déterminant de cette matrice T moins X identité, qui elle aussi est triangulaire supérieure, et les coefficients de la diagonale, c'est les T I moins X, et donc le déterminant est égal à pi de 1 à n des T I moins X, et donc je vois tout de suite que c'est un polynôme scindé dont les n racines sont les TII. Donc c'est gagné. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué, on va le faire par récurrence sur n. Si n est égal à 1, bon, la matrice de F est diagonale, puisqu'il n'y a qu'un élément, hein. Elle est triangulaire et diagonale, hein. Donc c'est gagné. Supposons que la propriété soit vraie à l'ordre n, et considérons une matrice d'ordre n plus 1, dont le polynôme caractéristique est scindé. Donc j'appelle E égale k puissance n plus 1, je prends sa base canonique B0, et l'endomorphisme F de E de matrice A dans cette base canonique. Donc A est scindé, donc il y a au moins une racine lambda de ce polynôme caractéristique de A, et donc de F, et de valeur propre, et donc c'est une valeur propre de F associée à un vecteur propre U, donc différent de 0, et donc pour lequel on a F de U est égal évidemment à lambda U. On appelle F un supplémentaire de la droite D engendrée par U dans E. Donc on a D, somme directe, F est égal à E, et j'appelle P la projection sur F suivant D. Donc P de E déjà est inclus dans F, donc P de F de E va être inclus dans F, et donc la restriction G de Perron F à F est un endomorphisme de grand F. Alors sa matrice, on va s'intéresser à sa matrice B, dans une base, alors sa matrice B, sa matrice L plutôt, dans une base U1 jusqu'à UN de F, qui est de dimension n. Alors pourquoi est-il de dimension n, F? Tout simplement parce que on a une somme directe et E est de dimension n plus 1, et D est de dimension 1, donc F est bien de dimension n. Quel que soit x appartenant à E, f de x est donc un vecteur de E, donc il se décompose suivant sa projection, plus un vecteur qui est dans D. Voilà. Donc si je prends K compris entre 1 et n et que je m'intéresse aux images des UK, les UK ils sont dans F, d'accord? Donc je vais avoir f de UK égale Perron f de UK, mais comme UK est dans F, ça fait G de UK. Donc G de UK plus, je vais l'appeler AK UK, d'accord? Et donc comme U est une base de la droite et B une base de F, je vais avoir une base B' égale U1 jusqu'à UN, qui sera une base de E. Et dans cette base, qu'est-ce que j'ai? J'ai la matrice de F dans cette base B' qui va être égale à ça, puisque l'image de U, c'est lambda U,
D'accord? Et puis l'image des autres, c'est AK UK plus G de UK. D'accord? Donc ça fait AK UK, et puis le G de UK, ben, c'est la matrice M, matrice de G dans B. Voilà. Alors, PC, le polynomial caractéristique de A, qui est le polynomial caractéristique de F, va être égal à quoi? Va être égal à cette matrice moins x in plus 1, l'identité d'ordre n plus 1. Et donc ça fait comme matrice lambda moins x ici. Et puis là, sur la diagonale, je vais avoir m moins x identité n. D'accord? Puis là, ça ne changera pas. Donc le déterminant, hein, j'utilise, en fait, j'ai une matrice bloc. Donc je vais avoir le déterminant de cette première matrice carrée, réduite à un élément qui sera lambda moins x, multiplié par le déterminant de m moins x in, moins x in. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire m moins x in. Donc ça fait lambda moins x pc de m. Polynôme caractéristique de m. Voilà, et le polynôme caractéristique de A est scindé, donc il y a n plus 1 racine. Là j'en ai déjà une, donc l'autre en a n des racines. D'accord? Donc il est scindé, le polynôme caractéristique de m est scindé. Alors il est scindé, donc il existe une base W1 jusqu'à Wn de f, dans laquelle la matrice de G, parce que je l'ai appelée G, donc c'est endomorphisme, est triangulaire. Voilà, triangulaire supérieur d'ordre n. Donc f de u est égal à lambda u toujours, et pour k compris entre 1 et n, f de wk va être égal, alors cette fois-ci je ne vais pas l'appeler ak, parce que ce n'est pas forcément le même, donc je l'appelle a'ku plus g de wk, hein, puisque wk appartient à f, et donc ça fait a'ku plus, alors puisqu'elle est triangulaire, bah, somme de i égale à 1 à n des tik wk. Et donc, dans la base B' formée par U et les WI, hein, c'est une base parce que U, encore une fois, est une base de D et que les WI, c'est une base de F, et qu'on a une somme directe, et bien dans cette base, j'ai toujours mon lambda U pour le premier vecteur, et puis pour les autres, c'est pareil, d'accord? Sauf qu'en bas, ici, c'est une triangulaire supérieure. Et une triangulaire supérieure, c'est-à-dire qu'il y a une diagonale, que des zéros en dessous, et donc je vois tout de suite que la matrice de f, que je peux appeler T', là, dans la base B', et B secondes, pardon, eh bien, cette matrice est triangulaire supérieure, et donc la matrice grand A que j'avais va être semblable à cette matrice-là, donc elle est semblable à cette matrice triangulaire supérieure. Et donc la propriété est vérifiée à l'ordre n plus 1, et donc d'après le théorème de récurrence, cette propriété est toujours vraie, et donc on a démontré la propriété. Conséquence, toute matrice carrée d'ordre n est à coefficient dans C est trigonalisable parce que C est algébriquement clos, donc tout polynôme de degré n est scindé, donc en particulier le polynôme caractéristique de A. Le pendant pour les endomorphismes, c'est dire que si E est un C espace vectoriel de dimension n, et tout endomorphisme de E est lui aussi trigonalisable. Alors un exemple de trigonalisation ou triangularisation, c'est avec cette matrice. On calcule son polynôme caractéristique en faisant m moins x identité, donc c'est cette matrice-là. Et là, je vais remplacer C1 par C1 plus C2 parce que ça va me donner la même chose, moins 1 moins x, et donc je vais pouvoir le factoriser ensuite pour avoir des 1. Et puis, je vais aussi, donc ça me fait ça, hein. Et puis je change aussi L3 moins L4, L3 par L3 moins L4 pour avoir presque la même chose, ça sera opposé. 1 moins x, et puis ici, moins 1 plus x, ce qui va me permettre de sortir aussi le 1 moins x, il restera 1 et moins 1. Voilà, je fais tout en même temps, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, mais voilà. Et puis ensuite, on va mettre un 0 ici en faisant C3 plus C4 à la place de C3,
Et donc j'obtiens cette matrice-là. Et je vais développer par rapport à ce pivot-là. Donc ça veut dire que j'enlève ça, d'accord? Voilà. Et je me retrouve, alors, attention quand même au signe, hein, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Hein, c'est la fameuse signature dans la formule des déterminants. Et donc ça fait 1 fois cette matrice qui me reste. Et cette matrice qui me reste, là ici, je vais la développer par rapport à la dernière ligne. Et donc ça fera 1 moins x fois le déterminant qui est ici. Et ce déterminant, il vaut moins 5 moins x plus 4. Moins 5 moins x plus 4, qui fait moins 1 moins x. Alors il est opposé, lui, à 1 moins x, mais... non, il fait moins 1 moins x. Il est opposé à 1 plus x, et comme 1 moins x était opposé à x moins 1, j'obtiens ça. Donc les valeurs propres, ce sont moins 1 et 1. Donc des valeurs propres d'ordre 2. Donc on s'intéresse d'abord au sous-espace caractéristique associé à la valeur propre moins 1. Et donc on cherche un vecteur u de coordonnées x, y, z, t, tel que f de u est égal à moins 1u, ce qui revient à prendre la matrice M, à lui rajouter l'identité et à regarder quel est son noyau. Donc je rajoute l'identité, ça fait 4, ici ça fera... non, je rajoute, oui c'est ça, je rajoute l'identité, donc ça fait moins 4, et puis ici ça fait 4, et ici ça fait 0. Et donc j'obtiens 4x moins 4y plus 2t est égal à 0, 4x moins 4y moins 2z plus 4t égale 0, 3 et 1, 4z moins 2t égale 0, puis pour le dernier, j'obtiens 2z égale 0. Donc z égale 0, qui me fait t égale 0, que je remplace là-dedans, et puis je simplifie la première et la deuxième équation, et je trouve que ce système est équivalent en fait à dire que x est égal à y, et que z moins t est égal à 0. Et donc n moins 1 est engendré par ce vecteur-là. 1, 1, 1, 1, 0, 0. Donc c'est une droite vectorielle. Je fais la même chose avec la valeur propre 1, mais cette fois-ci, ça sera donc m moins l'identité. Donc ça me fait ces équations-là. Les deux dernières sont les mêmes, hein, parce que ici ça fera 2 z moins 2t, ici ça fera 2z moins 2t. Donc ça me fait z égale t que je remplace ici. Donc ça me fait ça, parce que en plus je divise par 2 chacune des deux équations. Et en faisant une soustraction, bon, je laisse le faire, hein, c'est très facile, je trouve que c'est équivalent à x égale y égale z égale t. Et donc là aussi, c'est encore une droite vectorielle engendrée par ce vecteur que j'appelle U2. Celui-là, je l'appelle U1. Bon, et il faudrait que je complète pour avoir une base. Alors, je vais choisir E1, parce que E1, il me donne des euros là, quand je fais f de 1. Il est égal à 3E1 plus 4E2, donc j'en profite, ça fait 3E1 plus 4. Alors E2, U1 c'est égal à E1 plus E2, donc E2 c'est U1 moins E1, et ça me fait ça. Et puis je vais choisir E3 aussi, parce que déjà il y a un 0 ici. E3 ça fait donc moins 2 E2. Alors E2 c'est toujours U1 moins E1, comme ici, plus 3 E3, plus 2, alors E4. E4, par rapport à ce vecteur-là, j'enlève tout ça, c'est-à-dire j'enlève U1, et puis j'enlève U3. Donc U2, donc ça fait, qu'est-ce que j'ai fait ici, plus 2, donc ça fait U2, celui où il n'y a que des 1, j'enlève U1 et j'enlève E3. Voilà. Bon, je simplifie et je trouve que ça fait moins 4U1 plus 2E1 plus 2U2 plus E3. Alors je vais vérifier quand même que U1, E1, U2, E3 est une base. Donc je forme la matrice de E1, U1, E1, U1, E3, U2. Il n'y a que des 1 sur la diagonale et elle est triangulaire supérieure. Donc son déterminant est égal à 1. Donc c'est une base. Je modifie légèrement l'ordre en mettant U1 en première position, E1 en deuxième, U2 en troisième et E3 en quatrième. Donc et dans cette base-là,
quelle sera ma matrice? Eh bien, ma matrice, l'image de U1, c'est moins U1. L'image de U2, c'est U2. L'image de E1, c'était 4U1 moins E1. Et l'image de E3, c'était moins 4U1 plus 2E1 plus 2U2 plus U3. Donc ma matrice, c'est ça. Voilà. Et donc j'ai A, la matrice A que j'avais au départ, hein, M plutôt que j'avais au départ, va être semblable à cette matrice-là. Alors le changement de base, si je veux tout préciser, eh bien je regarde U1, il avait comme coordonnées 1 que des zéros, E1 c'est ça, U2 c'est ça, et E3 c'est ça. Et donc j'ai cette formule de changement de base. Hein, c'est le changement qui permet de passer de la base canonique c'est R4. Enfin là, j'ai pas travaillé dans C en fait, hein, d'accord. J'ai travaillé dans R. Hein. C'est comme si j'avais travaillé dans C, mais il se trouve que toutes mes racines étaient réelles. Hein. Donc là, en fait, j'ai trigonalisé dans R. Hein. Voilà. Et donc, j'ai bien démontré qu'elle était triangularisable supérieure dans R et donc aussi dans C. On en arrive maintenant au théorème le plus important de ce chapitre, qui est le théorème de Cayley-Hamilton, du nom des Britanniques qui ont démontré ce théorème. Hamilton était irlandais, je crois. E est donc un espace vectoriel, un K espace vectoriel de dimension finie, n. Alors je rappelle que K c'est un corps commutatif. Eh bien alors, PC de f, c'est-à-dire le polynôme caractéristique en f, est égal à 0. Autrement dit, ce polynôme caractéristique de degré n, hein, c'est un polynôme en x, c'est un polynôme qui appartient à k de x, bien quand je remplace x par f, j'obtiens 0. Alors évidemment, on a la même chose pour les matrices. Donc démonstration, on prend une base B0 de E, et on appelle A la matrice de f dans B0 et on considère ça parce qu'on veut calculer et on sait que le polynôme caractéristique c'est le déterminant de ça. D'accord? Je le note BIJ de x, ça le terme général, c'est donc il dépend de x à cause du x là qu'on met sur la diagonale. Donc BIJ de x c'est AIJ moins x delta IJ, hein, parce que c'est sur la diagonale que ça intervient. C de x, ça sera la comatrice de B, c'est-à-dire une matrice dont les termes généraux sont les cofacteurs, hein, CIJ. Les cofacteurs, on les obtient, le cofacteur CIJ il est obtenu en rayant la ligne I et la colonne J, et puis c'est le déterminant de la matrice d'ordre n-1 qui reste. Voilà. Donc BIJ et puis CIJ, évidemment, sont des polynômes en X, qui sont de degré inférieur ou égal à n. Ce sont de toute façon des polynômes de Cayley. Alors P de x, c'est donc PC de A, c'est le déterminant de B de x, et on sait, on a démontré ça dans le chapitre sur les déterminants, que B de x fois, que quand on a une matrice multipliée par sa comatrice, donc on peut inverser bien sûr, parce qu'on obtient en fait le déterminant de la matrice fois l'identité. On obtient une matrice diagonale, mais dont les termes diagonaux sont tous égaux au déterminant de la matrice. Donc on obtient ça. Et là, le déterminant, c'est P de x, c'est ce que j'ai appelé P. Alors, on a je reprends ça, somme des... Je prends le terme en JI. Donc, le terme en JI, c'est somme de k égale 1 à n de BJK, multiplié par le terme en KI de ça, mais comme c'est la transposée de C, c'est le terme en IK, donc c'est CIK de x. Voilà, et ça, évidemment, ça va faire le terme delta JI en X. Alors, le delta J, il vaut 0, hein, sauf si il vaut 0 quand I est différent de J, il vaut 1 sinon. Et donc, ça fait que somme des... Alors, donc ça fait ça, multiplié par P. Et là, je peux inverser parce que le produit est commutatif dans K. Et je remplace x par f, et donc ça fait somme des CIK de f rond BJK de f, qui est égal à 0 si i est différent de j, et p de f si i est égal à j. Bon, là je prends la matrice de A, kème colonne, f de k est égal à somme de j égale à 1 à n dAjk j.
Donc la somme de j égale 1 à n des bjk de f en ej va être égale, alors je remplace les bjk de f, donc ça fait ça, hein, ça je l'ai à partir de ça, d'accord. Alors quand je remplace par f, ça c'est un terme constant, et donc ça va faire ajkin, hein, parce qu'un polynôme dont le terme constant est égal à a0, quand je remplace grand X par f, ça fait a0 f puissance 0, c'est-à-dire a0 in. Donc je tiens bien ça. Voilà, donc là j'ai remplacé x par f, hein. Donc ça fait ça, et je le prends en ej. Donc ça va me faire somme des ajk in en ej, ça fait ça, d'accord. Et ça fait exactement f de ek. Voilà. Et puis il y a cette partie-là. Alors cette partie-là, elle est toujours nulle, sauf si j est égal à k. Et quand j est égal à k, ça vaut 1. Et donc ça fait f de ej, mais ça fait f de ek. Donc j'obtiens f de ek moins f de ek, c'est-à-dire 0. D'accord? Voilà. Alors maintenant, je pars de 1, ici, et j'ai donc somme de CIK de f rond BJK de f, et je vais le prendre en EJ, qui est égal à 0, ou à P de f en EJ si I est égal à J. Quel que soit IJ, je fixe I, et je prends cette ligne-là, je fais la somme sur les J. Somme de J égale à 1 de ça, des sommes des CIK de f rond BJK de f en EJ, qui va donc être égal à quoi quand je fais la somme de J égale à n, c'est presque toujours nul, sauf quand J est égal à I, donc ça fera P de f de I. Voilà. Donc, ça fait que somme pour K, j'inverse les deux sommes, somme de K égale à n, de somme de J égale à n, des CIK de f rond BJK de f en EJ est égal à P de f en EJ, et là, je sors le CIK, d'accord, et il va rester ça. Or, ça j'ai démontré que ça faisait 0, parce que, voilà, c'est ça, d'accord, et ça fait 0. Donc, ça vaut 0, et là, j'ai un endomorphisme, hein. J'ai un endomorphisme en 0, parce que c'est le polynôme c'est un polynôme en f, ça, donc pris en 0, ça fera 0. Et donc ça va faire que tout le truc à gauche est égal à 0, et donc P de f en EI est égal à 0, quel que soit I, allant de 1 à n1. Hein, parce que j'avais fait fixer I, mais c'est toujours vrai ça, quel que soit I. Donc quel que soit I, j'ai ça. Or les EI, c'est une base de E. Donc si j'ai P de f de I égale 0, quel que soit I, ça veut dire que P de f est égal à 0. Et donc le polynôme caractéristique en f est égal à 0. Et le théorème de Cayley-Hamilton est démontré.